En France, le marché du lait traverse une crise sans précédent, une crise qui dure depuis 2009. Dégringolade des prix, production en baisse, les éleveurs se disent à bout de souffle. Une situation qui a convaincu certains d'entre eux à faire le choix de repenser leur méthode de travail et de production. On regarde. L'image peut sembler banale, mais elle devient rare. Pour ces vaches, adieu l'étable, fini maïs et soja produits à l'autre bout du monde et retour au pré avec une alimentation 100% à l'herbe. Tu comprends vite que c'est le système pâturant qui est performant économiquement en fait. Et c'est celui-là qui t'engendre le moindre coût. C'est-à-dire que tes vaches, tu les ramènes que pour les traire, mais le reste, elles vont au champ chercher l'herbe. Donc là, il n'y a plus de mécanisation, il n'y a plus rien. Voilà. Elles broutent, voilà, elles broutent. Des vaches en pâture, des coûts de production réduits au maximum. Pour Fabrice Charles, une révolution entamée après la crise de 2009. Depuis, il produit 2 fois moins de lait, mais gagne beaucoup mieux sa vie. Son lait bio est vendu 43 centimes le litre, presque 70% plus cher que le lait conventionnel. Je pense que les crises peuvent te faire du bien, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut te faire du bien, c'est une remise en question de ton système, une remise en question de toi. Enfin, l'objectif pour nous, il est clair, il est là. C'est de travailler moins, gagner plus. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'on va y arriver comme ça, hein, une baguette magique. Mais enfin, tu peux dire que c'est possible. Ces reconversions restent marginales car longues et difficiles. Mais à chaque crise du lait, le modèle attire de nouveaux candidats. Pour Patrick Thomas, c'était il y a 20 ans. Depuis, il s'en sort moins mal que les autres. Mais la crise actuelle, même pour lui, est violente. Moi, en 35 ans de métier, je n'ai jamais connu ça. Étant à la croisée des chemins, je pense que le moment est venu de se poser les bonnes questions. Soit on continue à foncer tête baissée dans le système industriel qui produit les effets que l'on connaît, ou alors on innove, on met autre chose en place. Aujourd'hui, sans label bio, son lait herbagé est acheté par l'industrie au prix de base. Alors, pour valoriser son produit, il va se lancer dans la fabrication de beurre et de fromage sans OGM. Une manière de contourner les filières industrielles, de mieux se rémunérer et de retrouver un lien avec le consommateur. Bonjour Maurice Fergan, bonjour Jonathan Serrero. Alors face à cette crise, améliorer l'élevage, on vient de le voir, le problème, eh bien, ce sont les producteurs de lait, c'est la distribution, ce sont finalement les coopératives qui fixent le prix du litre et elles ne laissent que peu de chances de survie aux producteurs. Oui Valérie, il faut comprendre que la plupart du temps, les producteurs vendent leur lait à perte, la production leur coûte environ 31 centimes le litre, les coopératives ne leur donnent pas plus que 22 centimes le litre, alors vous comprenez qu'il y a un problème. Or, dans la distribution et selon les saisons, le litre de lait est vendu entre 76 centimes à 1,20 €, soit en moyenne 94 centimes le litre. Alors pour rétablir un peu d'équité dans ce secteur, certains ont eu l'idée d'introduire dans le jeu tout simplement le consommateur en créant une nouvelle marque de lait distribuée par une grande chaîne de supermarchés dont je ne vous citerai pas le nom. L'idée est simple, c'est au consommateur de décider du prix et des conditions de production des produits qu'il achète. Écoutez Nicolas Chaban exposer son idée. La rémunération du producteur, est-ce que on s'en fiche? Ou est-ce que quelques centimes de plus pour boire un lait dont on sait qu'à l'autre bout le producteur vit de son métier est important? Là c'est pareil, plus de 92% des gens ont dit on en a un peu marre de boire un lait qui indirectement condamne à l'autre bout des producteurs. Puisqu'on est les patrons du système, c'est qui le patron? On va décider nous du prix et de la rémunération du producteur. Voilà, l'idée est simple, la marque de lait, vous l'avez compris, c'est bien entendu, c'est qui le patron? Point d'interrogation, et ça marche. Rappelez-vous, le collectif des gueules cassées, c'était lui, Nicolas Chaban. Vous vous souvenez, ces fruits et légumes pas très jolis, un peu moches, même si on peut dire, qu'il a contribué à remettre en rayon alors qu'ils étaient destinés à la poubelle. Mais attendez que je comprenne bien, ça veut dire qu'on est en train de demander aux consommateurs de faire un effort pour que le producteur puisse vivre? En quelque sorte, une brique de lait, c'est qui le patron, est vendue 99 centimes. Elle permet donc aux producteurs d'obtenir une rémunération autour de 39 centimes le litre. Et ce, bien entendu, au-delà de l'accord conclu fin août dernier entre les producteurs de lait et le géant Lactalis, le premier groupe laitier du monde, qui fixait le litre à 22-27 centimes. Et pour les producteurs de lait, c'est une véritable bouée de sauvetage, comme nous l'explique un de ces producteurs. Écoutez-le. Hier, c'était 22 centimes.
Et aujourd'hui, ce litre de lait-là, c'est 39 centimes. Voilà, donc c'est important. Il y a l'écart, 19 centimes, c'est colossal. Ça permet de retrouver une vision économique des exploitations et surtout de réétaler les dettes. Parce qu'on a tous des dettes, on écroule sous les dettes. C'est-à-dire on a frisé le dépôt de bilan pour une vingtaine de structures. Donc aujourd'hui, on voit mieux l'avenir et on sait que si le consommateur fait l'effort d'acheter le produit, nous, derrière, on pourra aussi modifier notre comportement et puis ouvrir nos exploitations. C'est pas un souci d'être transparent quand on gagne notre vie. Et donc plongés dans la crise, les producteurs de lait français réfléchissent à des méthodes alternatives pour gagner en qualité. L'aromathérapie, l'homéopathie et la phytothérapie font aujourd'hui le bonheur des agriculteurs. Des soins médicaux qui leur permettent de mieux prendre soin de leurs vaches et d'améliorer leur compétitivité. Regardez. C'est l'heure de la traite pour Bichette, Fantaisie et les autres. Moment pour l'éleveur René de leur administrer un premier soin, un baume aux huiles essentielles pour protéger leur pie des bactéries. Le but, c'est que nos bestioles soient en forme, qu'elles puissent naturellement répondre aux différentes agressions qu'elles peuvent avoir. C'est ça l'idée. Aromathérapie, homéopathie ou phytothérapie n'était pas une évidence pour cet Auvergnat qui travaillait dans un élevage intensif jusqu'à la fin des années 90. Mais au moment du passage en bio de son exploitation, changement de méthode, objectif, limiter les maladies en renforçant le système immunitaire de ses vaches. On a révolutionné toute l'approche de la ferme par rapport aux bestioles et à produire de l'herbe. Ce n'est pas un seul point, c'est l'ensemble de l'élevage au service des animaux. Donc moi, ça me permet de bien vivre le travail. Donc si moi je le vis bien, je suis bien avec les animaux et les animaux ils sont bien avec moi. À quelques kilomètres de là, Dominique frictionne le dos de ses veaux pour leur donner du tonus. Sans jusqu'au boutisme, cet ancien vendeur d'engrais chimiques privilégie désormais les médicaments naturels. Les produits chimiques ne disparaissent pas quand ils arrivent dans vos assiettes, quoi. Bien sûr qu'on en utilise quand on arrive au bout de l'efficacité de l'homéopathie, de l'aromathérapie. On utilise de l'allopathie, ça compte pour un traitement bio. Mais le fait d'utiliser d'autres produits, on limite l'antibiorésistance, quoi. Vétérinaire, Gilles Grosmont a formé plus de 15 000 éleveurs à l'usage de l'aromathérapie. La majorité ne sont pas en exploitation bio, mais en élevage conventionnel. C'est un mouvement de fond qui est un mouvement sociétal. Et si on veut changer quelque chose, il faut que tout le monde dans l'élevage fonctionne à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y ait des vétos formés à ces techniques-là, qu'il y ait des conseillers d'élevage formés à ces techniques-là. Et si Dominique ou René, eux, ne sont plus à convaincre, il manque encore des études scientifiques à grande échelle pour lever les doutes sur l'efficacité réelle de ces traitements. Après tout, pourquoi pas? Et malgré la crise, Jonathan Serrero, le terroir français peut toujours compter sur son fromage. Oui, et ce fromage, c'est le curé nantais, pour ceux qui connaissent Valérie. Pour découvrir les secrets de fabrication de ce fromage français 100% terroir, il faut se rendre à Pornic, en Loire-Atlantique. C'est là-bas que se trouve la salle de production, un lieu magique où le temps semblait s'être arrêté au 19e siècle, date de création des premiers curés nantais. Et pour fabriquer le fromage cousin du Münster bien connu, ces producteurs utilisent les procédés d'antan, 3 grandes cuves qui contiennent du lait porté à 36 degrés. Ils rajoutent ainsi un ferment pour le cailler. Il est ensuite cuisiné à chaud, ce qui permet de préserver tous ses arômes et son goût si apprécié bien sûr des Français. Le responsable de production de ce fromage nous en dit plus sur le processus de fabrication. On l'écoute. Tout ce qu'on a fait dans ce nouvel atelier, c'est de moderniser pour rendre les tâches moins pénibles, surtout au niveau de la manutention, les retournements, des choses comme ça. Mais tout le process originel a été conservé. Les premiers fromages rentrent blancs, ce qu'on appelle blanc, c'est-à-dire les fromages frais ont cette couleur. Nous les frottons 2 fois par semaine. Au fur et à mesure de l'avancée des frottages, ils prennent cette couleur jaune-orange, puis orange-rouge.
rien de mieux que le fromage français. Et ce fromage-là, il est non seulement apprécié par les Français, mais par le monde entier. Oui, en France, déjà, quelques 200 tonnes de curé nantais sont fabriquées dans l'usine de Pornic chaque année, soit 2 fois plus qu'en 2010. 75% de cette production est destinée aux crémiers locaux du Pays de la Loire et 5% donc des fromages sont vendus à l'international, notamment vers les pays scandinaves ou nordiques. Le curé nantais est aussi vendu au Japon depuis une dizaine d'années par l'intermédiaire d'une cliente qui effectue 10 fois par an l'aller-retour entre Tokyo et Pornic pour acheter le fameux curé nantais. Ouais, ça vous donne envie, Maurice Fergan. Merci messieurs. Dans les fermes montagneuses du Monténégro, les agriculteurs locaux craignent de voir disparaître le fameux âne des Balkans. Mais les éleveurs ont su trouver depuis peu le remède miracle pour sauver cette espèce, le lait d'ânesse. Plus de détails dans ce reportage. Au bout du Pi, un luxueux nectar. Dans cette ferme du Monténégro, Darko Savelic vend son lait d'ânesse à 50 € le litre. Ce lait est très bénéfique pour les maladies de peau et autres affections. Pas besoin de le faire chauffer pour le boire. De fortes présomptions scientifiques laissent entendre que les protéines de ce lait renforcent le système immunitaire, même si des recherches plus poussées doivent encore le prouver. Pour financer sa ferme, qui est aussi un sanctuaire pour ânes maltraités, Darko vend la moitié de sa production. Il offre le reste à des personnes moins fortunées. Vlado a commencé à boire de petites quantités pour soulager ses problèmes respiratoires et d'après sa mère, ça marche. J'avais seulement lu que Cléopâtre prenait des bains de lait d'ânesse. Sérieusement, je n'avais aucune idée sur la question. Je pense que ce lait a un effet bénéfique, avant tout sur le système immunitaire des enfants. La plupart des ânes de ce sanctuaire sont des rescapés de violence ou de négligence. Darko Savelic a créé cet espace il y a un peu plus d'1 an avec un objectif, préserver cet animal autrefois vital pour l'agriculture locale, mais désormais menacé. Il y a 30 ans, il n'y avait pas une maison dans les villages de cette région méditerranéenne qui n'avait pas son âne. Des milliers d'ânes. Maintenant, nous utilisons les machines. Les ânes sont devenus des animaux inutiles, en danger d'extinction. Mon estimation, c'est qu'il n'y en a pas plus de 150 dans tout le pays. À en croire Darko Savelic, il y a désormais moins d'ânes que d'ours bruns dans les montagnes du Monténégro. Il veut croire que les bienfaits de leur lait permettront d'éviter leur disparition.